le podcast de Giverny présenté par le Musée des Impressionnismes. Pour accompagner notre exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard, nous vous proposons chaque semaine une lecture qui explore les jardins et l'époque des artistes impressionnistes et nabis. Après avoir visité le jardin de Pierre Bonnard à Vernonnet la semaine dernière, nous partons aujourd'hui pour la Côte d'Azur et une autre résidence du peintre, la villa Le Bosquet au Canet. C'est à nouveau Thaddée Nathanson qui nous en ouvre les portes à travers les souvenirs qu'il réunit et publia sous le titre de « Le Bonnard que je propose » en 1951. Pour lire cet extrait, le podcast de Giverny a le plaisir d'accueillir Mathias Chivot, spécialiste des nabis, co-auteur du catalogue raisonné d'Édouard Vuillard et co-commissaire de l'exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard. Avant de s'installer au Canet, les Bonnard, cherchant un climat plus chaud pour les bronches de Marthe, mais aussi pour lui qui devient frileux, ont vécu plusieurs années sur la Côte d'Azur. Ils avaient fait de même en Normandie naguère, à tâter le pays et faire sa connaissance, avant de s'installer à la Roulotte. Dans le Midi, ils ont éprouvé d'abord divers coins, à Cannes et Antibes en particulier. À Grasse tout d'abord. Au Canet même, ils ont loué quelque temps d'autres villas, avant celle du Bosquet, restait le nom de celle que Bonnard habite toujours. La maison, peut-être, est à présent un petit peu plus confortable et elle a plus d'eau, mais elle chevauche toujours un petit mamelon au-dessus de la route, et tout le travail qu'on a pu faire ne paraît l'avoir qu'un peu plus désordonné. Les arbres, qui ont grossi, n'ont pas l'air de tenir si fort au sol qu'ils semblent friables, et quand, dans un sentier un peu abrupt, on voudrait se retenir à un tronc, on n'en fait rien pour ne pas l'entraîner aussi sans doute. Cependant, le petit coin est en plein soleil, les palmiers distendent les lances de leur feuillage, non sans violence, et des odeurs de résine en ont plus qu'eux. Des parfums montent de la terre qui se fend, et ceux des fleurs, qui sont plus sirupeux, ne sont pas les plus pénétrants. Il n'y a pas que la luxuriance de la végétation et la force des rayons solaires. On se sent encore proche de la puissance de la mer et du vent qui en vient. Et du trop célèbre Mistral. De tous ces éléments, les couleurs et les odeurs extraordinairement fortes ne sont que signes de leur vigueur. L'atmosphère en est mieux que remplie, saturée. Bonnard en prend conscience en lui résistant. Il cherche l'ombre pour réfléchir. Il n'a cessé ni d'observer, ni de réfléchir. L'âge qui n'a pas éteint en lui l'enthousiasme a du moins ajouté chaque jour aux expériences au moyen desquelles il apprend à le maîtriser. Il est à peine plus sec et plus taciturne, et aux fourmis résigné. Du sommet de sa colline, il surmonte un paysage vaste où il respire la présence de la Méditerranée et d'une végétation capable de briser toutes les résistances jusqu'à faire éclater les rochers. Pendant des années, ses promenades quotidiennes en ont reconnu tous les coins sur des kilomètres. Mais chaque fois qu'encore il déracine un cactus en évitant la menace de ses aiguilles métalliques, il rêve obscurément à une transition entre le monde végétal et les minéraux. Sauf de rares visites et des rencontres qu'il peut faire sur le littoral, des entretiens avec Louis Carré quand il arrive de Paris, ou avec Charles Terrasse, avec Matisse qui est à Nice, et plus fréquent avec Mag à la fin, il est plus seul qu'il n'a jamais été. Seul, avec un soleil parfois furieux et une folie par accès, du vent à l'emportement, de quoi rien ne se peut alors comparer. Bonnard n'a jamais souffert, ne souffre pas plus au Canet de la solitude, mais il lui arrive d'assister à la naissance en lui d'un autre soi. Un soi pénétré d'un monde de sensations puissantes, nouvelles, et de réflexions nouvelles aussi. Tant que Marthe a vécu, il a pu continuer d'échanger avec elle, les bribes d'un dialogue qui parfois tourne court, quand la malheureuse tout d'un coup s'en évade pour partir jusqu'où. Il ne s'était jamais plaint qu'à elle, ne se plaint plus à personne, même à soi, et poursuit ses réflexions sur la peinture, et, au-delà d'elle, sur lui, sur tout. Il lit davantage et retrouve des philosophes qu'il ne reconnaît plus. Il y a d'autres livres qui l'avaient ravi et qu'il reconnaît encore moins. Mallarmé seul est un compagnon fidèle qu'il retrouve chaque jour avec le même plaisir que ses promenades et qui lui en donne l'équivalent. Tout le reste du temps est pris par la peinture. Lorsque Bonnard s'est soumis à toutes les puissances de la nature qui l'environne, il semble qu'il y a puisé la vertu de pénétrer jusqu'au fin fond de soi, qui est le seul bout concevable du monde. Les fenêtres de la maison encadrent des paysages qui ne sont que trop abondants.
Tout le monde sait à présent les trésors qu'un bonnard peut y voir scintiller, et c'est le bonnard de toujours qui se penche non moins amoureusement sur une corbeille de fruits, voit naître une nature morte qui ressemble autant à la vaisselle et aux instruments quotidiens, mais trouve toujours pour resplendir des signes nouveaux et des accents qu'on n'avait pas entendus. Bonnard ne fait plus de portraits, et les personnages sont dans sa peinture de moins en moins fréquents. C'est le paysage qui l'envahit. Le Bonnard que je propose de Thaddée Nathanson a été publié en 1951 chez l'éditeur Pierre Caillet. L'exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard est présentée du 19 mai au 1er novembre au Musée des Impressionnismes Giverny. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du musée mdig.fr. Merci de votre écoute. La semaine prochaine, nous profiterons d'avoir suivi Pierre Bonnard dans le Midi pour aller rendre visite à Auguste Renoir à Cagnes-sur-Mer.